commence. Viens faire le tour. Tu te laisses parler ou tu veux que je te questionne? Ah ben non, je peux parler. Vas-y. Voilà, je m'appelle Fred Cohen, donc je suis né le 13 mai 1942 à Paris, et d'une famille de 12 enfants, 6 garçons et 6 filles, dont je suis le numéro 9. Donc de 42 à 44, c'est un peu difficile de vous dire ce qui s'est passé. Je sais qu'on était cachés souvent dans les caves. Il n'y avait pas grand-chose évidemment à manger, comme ça a été dit. Il y avait des nazis partout dans Paris, donc c'était difficile. Et je sais qu'il y a des enfants qui ont été étouffés pour pas qu'ils fassent de bruit et pour pas que tout le monde se fasse prendre. Donc ça a duré 2 ans. Donc voilà, j'ai des sœurs qui sont venues me voir, dont une qui était à l'école de Sèvres, où il y avait Marcel Marceau, qui était éducateur là-bas. Et donc il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti il y a 2 mois, qui s'appelle, je ne sais plus comment... Pingouin et Goéland, voilà. Et donc, oui, de l'école de Sèvres. Donc moi, en 1944, ce que je sais, ma sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui était cachée à Sèvres, m'a dit la communauté juive à Paris a donné l'ordre aux communautés juives qui avaient des bébés, des enfants plus grands, qu'il ne fallait plus les cacher, il fallait partir, il fallait passer la zone libre. Donc c'est ainsi qu'en 1944, je me suis retrouvé passer la zone libre, il me semble, vers Limoges. Et là aussi, c'est un peu des hypothèses, j'en sais rien, moi j'avais 2 ans. Je suis passé dans une charrette avec des fruits. Il y avait aussi des paysans qui passaient tous les jours la zone libre, qui avaient fait sous la charrette des cachettes où ils pouvaient mettre des enfants. Évidemment, vous pouvez bien vous douter que c'était quand même très dangereux, parce que si on se faisait attraper, il n'y avait personne qui en échappait. Donc je suis arrivé dans les Pyrénées, dans cette maison, je suppose, qui est là-bas. Donc c'est ce que je disais dans la voiture en venant. À l'époque, on avait un toit de chaume, c'était le signe d'une extrême pauvreté. Et aujourd'hui, c'est le signe d'une extrême richesse. Nous, on savait, on a construit la maison, il y avait 4 vaches, un cochon, des poules, un canard, on gavait les oies. Des fois, quand je gavais, je mettais des grains un peu à côté, parce que je trouvais ça horrible. Donc, je suis arrivé dans les Pyrénées. Donc, on a passé cette zone libre, et la DAS à l'époque, qui est aujourd'hui, ça s'appelait l'assistance publique, aujourd'hui c'est la DAS. Je ne sais pas très bien au niveau argent comment ça s'est passé. Je ne pense pas que c'est en tout cas l'argent qu'on a donné à ces gens qui nous ont recueillis qui a été le motif de prendre le danger de nous cacher. En tout cas, je savais qu'ils étaient payés un peu, mais pas grand-chose, que l'assistance publique, je suppose que c'était pour les inciter, les paysans, à nous prendre, parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui devaient se bousculer pour nous prendre. Alors comment ça s'est passé? On est arrivé dans un train à Pau, et on était, mes frères m'ont dit, on était une 50aine au moins. Puis les paysans sont venus, puis voilà, à l'époque, ils sont venus des fois à cheval, d'autres fois avec des charrettes, très peu avec des voitures, et ils nous ont choisis. Alors comment ils nous ont choisis, je ne sais pas. Donc moi j'ai été pris dans une famille de 5 enfants. Alors on était 4 frères dans un petit village qui s'appelle Loubet. Donc Loubet, c'est à 50 km de Pau et 60 km de Lourdes. Je l'ai vu un peu se construire. À l'époque, il n'y avait pas grand monde à Lourdes. Et donc, voilà, comment dire, de cette vie, c'était intéressant la question, qu'est-ce que ça veut dire être enfant caché? En tout cas, nous, on ne pouvait pas, à l'extérieur, ça n'existait pas. Je sais que mon père, qui était interné à Gurs, il s'est échappé de Gurs, il est venu me voir. Et on était dans le village avec 3 autres frères. Et je me rappelle que quand il est arrivé, ça, même petit, je le vois, il a sauté par la fenêtre parce qu'il était dénoncé. Et donc, ce
qui a été dit, même si le village de Loubet, il y avait 5-6 enfants, il y avait quand même, on était en danger. Même si on était caché, c'était le mot caché voulait dire danger, en tout cas pour nous. Donc voilà. Après, je suis parti de cette famille. J'ai eu un parcours très particulier. Moi, à 14 ans, je voulais aller vivre avec les loups au Canada. Et puis, une des filles 10 a dit, non, non, tu iras vivre avec les loups quand tu auras fait un CAP en charpente à Gélos. Puisque c'était le seul, la formation était vite faite et l'orientation à l'époque. On m'a dit, voilà, il reste maçon et charpentier. Bon, ok, je prends charpentier, alors c'est comme ça. Donc j'ai fait les 3 ans de charpente. Et donc mon rapport au judaïsme, pour moi, il a été dans mon enfance totalement ignoré. Il y avait une grotte dans la montagne, le curé me disait, bon, je sais que tu es juif, maintenant il y a la libération, si tu as envie de venir à la messe, tu viens, si tu n'as pas envie, tu fais ce que tu veux. Donc moi, je n'avais pas tellement envie d'aller à la messe, alors donc je me baladais, je me promenais. Donc voilà, alors après de cette partie-là, c'est la première fois où je parle de ma vie d'enfant caché, parce que c'est un peu comme l'Algérie, où c'est des choses dont on ne parlait pas, dont on n'avait pas envie de parler. Et c'est la rencontre avec Francine au musée de Drusenheim, où c'était, bon, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que c'était le thème, c'était autour de... Oui, enfin bref, j'étais là-bas comme artiste. Et c'est Francine qui m'a dit, ah bon, mais vous êtes enfant caché, mais voilà, ça m'intéresse, je travaille. C'est comme ça que la première fois, je parle devant vous de ces moments-là, parce que, voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est sûr, qui nous a perturbés, puisque je suis devenu après éducateur spécialisé avant d'être artiste. Et donc on a fait partie de la première promotion, non, la deuxième promotion du diplôme d'État à Strasbourg. Donc je sais que la commission, à l'époque, en 68, n'avait pas besoin. Moi, avec mon CAP charpente, c'était comme si j'avais le bac, j'ai fait le concours. Et alors il y en a qui ont dû repasser la dissertation. Les maths, moi, on m'a dit, vous n'avez rien à repasser. Ah bon? D'accord, mais j'ai comme CAP charpentier, oui. La commission a fait le pari que vous serez plus utile que dangereux à la société. Ok, c'était très bien, alors c'est parfait comme ça. Donc après, pourquoi aujourd'hui je suis devenu artiste? J'ai fait quand même un parcours très particulier. Après le diplôme d'éducateur spécialisé, j'ai fait une licence en sociaux et puis ethnologie. Et j'ai travaillé après, pendant ce temps-là, j'ai été fortement marqué par tout ce qui touche les civilisations lointaines. Par exemple, pourquoi les loups au Canada? Parce que moi, j'étais dans les Pyrénées, personne ne parlait trop avec moi, donc j'étais toujours dans les livres. Et pour moi, les loups, c'était quelque chose de vivre avec les loups. Je sentais ces animaux, ils étaient beaux, j'avais envie d'être avec eux et j'avais pas envie d'être avec les hommes. Donc voilà, un peu en résumé, un peu raccourci, mais c'était un peu ça. Donc après, pourquoi je suis devenu artiste, ça c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament artistes, donc célèbres, ils crachent 3 fois sur une feuille, ça vaut des milliers d'euros. Pour moi, artiste, c'est quand même, il doit y avoir un sens, ça doit reposer sur quelque chose. Et si vous voyez mes œuvres, que ce soit le verre ou que ce soit les autres œuvres, il y a quelque chose qui est un peu l'histoire, un peu ces visages allongés, c'est un peu des hommes de Cro-Magnon comme je les ai existés, mais c'est aussi un peu pourquoi je fais des totems. Ceux qui habitent à Strasbourg, il y a le village des Utopies qui se trouve à l'intermédiaire de l'Elzo, de la Montagne Verte. Le voilà. Et là, voilà. Il y a des images. Hein. Donc c'est des totems, 3 grands totems de 18 mètres de haut. Il y a des gens qui courent souvent. Et je me rappelle, une fois j'étais assis là et il y avait quelqu'un, il disait « Ouais, ces trucs-là, il ferait mieux de donner l'argent à des pauvres. À l'Elzo, il y a des gens qui n'ont rien. C'est quoi ces trucs? C'est les Incas ici. » Puis je lui ai laissé parler, puis je lui ai dit « Mais vous savez, monsieur, c'est moi l'artiste qui a fait ça. » « Ah oui, ah bon, ah bah écoutez, ah bah finalement, c'est pas si mal. »
Bon, enfin voilà, donc, pour moi les totems c'est aussi un clin d'œil évidemment aux Amérindiens, mais je pense que l'art ne doit pas être quand même qu'au service d'une cause, mais elle doit être présente. Donc pour moi ces totems en Alsace, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine dans différents endroits de Sénat, que j'ai souvent fait avec des classes. Pourquoi? C'est un rappel à ces civilisations oubliées, puis c'est quand même les Amérindiens, ça a été un génocide. Ma fille vit au Canada et elle est à Montréal. Je lui dis, mais moi je rêve que d'une chose, c'est que les Indiens reviennent et vous foutent tous dehors, c'est leur terre. Elle me dit, ah mais merci pour moi, mais oui, c'est comme ça, quoi, parce que c'est quand même, ça a été un génocide terrible aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une synthèse, mais je pense que ça suffit. Je sais pas, on va juste voir s'il y a encore une image ou quelque chose. Je crois que le reste, c'est des œuvres que vous voyez plus de... Ben, ça, c'est important que vous parle. Oui, donc quand il y a eu le Bataclan, avec mon ami à l'époque, on a fait une intervention, une performance. Je pense que vous connaissez, à Furdenheim, il y a une grande fête tous les ans. Et donc là, on a fait avec des colombes, j'ai lu des extraits des prix Nobel. Et au même moment que je disais, allez, colombes, on va porter la paix, tout ça, je faisais partir des colombes. On a fait partir 30 colombes. Voilà, ça c'est une photo. Parce que j'estime aussi que pour moi, l'art doit être engagé et que il me semble que toute ma vie a été au niveau d'être dans le juste. Et qu'on ne peut pas faire aux autres ce qu'on nous a fait à nous-mêmes. C'est pour ça que par rapport à Netanyahou, je trouve qu'il tombe un peu dans ce cadre et que j'aime pas trop ce qu'il fait, parce que j'estime que notre grandeur, c'est de pouvoir, dans notre vie, voir tout ce qui ne va pas. Et moi je me dis, on a voulu faire la révolution en 68, qui a été une période de nous-mêmes, et puis je me suis dit, tiens, on a peut-être oublié nous-mêmes de faire notre propre révolution avant de la faire chez les autres. Il y a tout un travail là qui est intéressant. Donc, enfin voilà, cette photo. Et puis l'autre derrière, c'est quand il y a eu la passerelle Minram. Juste avant. Strasbourg n'a pas voulu de nous, mais les Allemands nous ont engagés. Et là, j'ai fait un travail qui s'appelle l'invitation au voyage. Non, c'est plus bas. Oui, au-dessus. Non, au-dessus. Bref. On remonte à côté de l'autre image. Voilà. À gauche. Ça s'appelle l'invitation au voyage. C'était on avait fait des voiles de 10 mètres de haut qui tournaient tout autour des arbres. Et on se mettait sur un banc. Et j'avais fait des sculptures dont l'œil recomposait un petit peu la forme d'un bateau. On était sur un banc, on pouvait décliner des verres. Et c'est comme si on allait vers la Hollande. Et ça s'appelait l'invitation au voyage, voilà. Après les autres œuvres, voilà, c'est à une Villers où je travaille depuis 17 ans avec des enfants autistes, j'y suis toujours, et je travaille aussi avec une école actuellement à Villers où on fait un grand totem de 9 mètres de haut. Donc voilà, là je travaille aussi en croix, je suis aussi... Ils me disent, moi je leur dis, ça fait 17 ans que je suis à l'église à Strasbourg, à l'évêché. Je leur dis, il serait temps que je parte après 17 ans. Ils me disent, non, tu es le seul juif qu'on a ici, on te garde. Donc j'ai mon atelier de rue de Tannes à Neudorf qui s'appelle, comme le nom d'un roman que j'ai écrit, Le Cher Soleil. Donc si ceux qui sont à Strasbourg, qui veulent venir me voir à l'atelier, c'est avec plaisir que vous recevrez. De rue de Tannes. Voilà. Alors, je vais peut-être raconter juste l'histoire de tes sœurs oui, en même temps. Alors, pour dire que dans une histoire, il y a plusieurs histoires, puisqu'il a raconté, Fred a raconté son histoire. Lui dit qu'il a eu plus de chance que ses frères qui ont été frappés avec des fourches chez les paysans chez lesquels ils étaient. Donc chacun a eu son traumatisme. Et ses sœurs ont été mises dans une maison d'enfants très particulière. C'était une maison d'enfants à Sèvres. Et cette maison d'enfants était tenue par un couple dont le mari était alsacien. Il s'appelait Hagenauer. Et ce couple n'avait pas d'enfants et avait repris une maison d'enfants dans laquelle ils donnaient une éducation modèle. Et ils avaient
à peu près 500 enfants dans cette maison. Les 2 tiers étaient des enfants juifs. Et il passait pour être une maison dans l'esprit du nazisme. Donc officiellement, c'était une maison qui fonctionnait selon le régime de Pétain. Voilà. Il y avait des subventions. Voilà, et donc ils étaient officiellement comme ça. Et tout au long de la guerre, ça a fonctionné comme ça. À la fin de la guerre, donc les propriétaires, les Hagenauer, se faisaient appeler Pingouin et Goéland. C'est pour ça que le film, qu'on peut trouver sur Internet, qui est vraiment un film, c'est pas un reportage, c'est un documentaire, où ses sœurs sont dans le film, mais le film est vraiment super, vraiment très très bien, ça vaut le coup de le commander, ce film. Et donc les propriétaires se faisaient appeler de noms d'animaux, mais les enfants aussi avaient des noms d'animaux. Hein, oui, et dans cette maison d'enfants, travaillaient à un moment, Marceau, le mime Marceau, était éducateur dans cette maison d'enfants. Tout le personnel était un personnel qui était, pour certains juifs, en tout cas qui avaient été ou résistants ou opposants en tout cas au régime et qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient donc repris dans cette maison. Et après la guerre, on a voulu les punir comme collaborateurs, puisqu'ils étaient officiellement une maison pro-nazie, quoi. Et donc il y a eu tout un temps avant qu'on arrive à les disculper. Et finalement, donc l'un des 2 était juif, je ne sais plus lequel des 2, je pense que je ne sais plus, un des 2 était juif, l'autre pas. En tout cas, celui qui n'était pas juif a pu obtenir le statut de juif parmi les nations, puisque c'est un titre qu'on ne peut donner qu'à quelqu'un qui n'est pas juif. Donc il je crois que c'est elle qui l'a. Je crois que c'était elle. Et elle a obtenu le titre, mais 10 ans après la guerre, après qu'elle ait été disculpée, quoi. Donc ça, le film vaut vraiment le coup, il est vraiment super, très 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 émouvant. Voilà, pour dire 3 destins dans une histoire. Voilà. 3 petits enfants cachés dans les 12. Voilà. Et les parents de Fredj sont revenus après la guerre. Ils étaient à Gurs tous les 2, mais dans un état pas possible. Il n'y a jamais eu de relations qui se sont nouées, ni avec les frères et sœurs. Ça aussi, par rapport à ce qu'on racontait tout à l'heure de celui Ilse Noël, où l'un est parti aux États-Unis et l'autre était en Europe. Ben là aussi, il y a eu des histoires différentes, ce qui fait qu'entre frères et sœurs, même s'ils étaient 12, il n'y a pas de lien. Ni avec les parents. Non, on sait jamais. Quand on s'est retrouvés, on s'est aperçu que on n'avait rien à se dire ou pas grand-chose. Ils disaient oui, toi tu as fait des études dont ils me sentaient comme étranger, alors que moi je rêvais qu'on se rencontre, qu'on se retrouve, mais ça n'a jamais pu se faire. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a une chose importante. L'année dernière, il a rencontré pour la première fois. Quelqu'un l'a contacté. Tu peux raconter la rencontre sur Facebook? Oui, j'étais même avec une personne, Laïla, qui est ici, qui est iranienne, qui fait un travail de lettres, et elle est venue avec moi. Et cette personne, je recevais par Facebook des trucs, mais tout le temps, j'ai dit à Laïla, mais cette nana, elle me drame, c'est pas possible. Tous les 15 jours, vous recevez des trucs, et tout ça, puis je me suis dit, mais... Et alors je lui disais, mais alors ok, alors maintenant je vais voir comment s'appelait le chien, Black, comment s'appelaient les vaches, Mascarine et Carmine. Oula, je me suis dit, là ça devient sérieux. Elle me dit, mais tu sais que ma mère, c'est celle qui t'a recueilli dans les Pyrénées. C'est comme ça on s'est retrouvés. Et donc j'ai été à Limoges, et on a vu tous les circuits de résistance à Limoges. J'étais avec Laïla. Ça fait un mois ou 2, ils nous ont accueillis là-bas comme les rois du pétrole. Et en tout cas, c'était très émouvant parce qu'elle a été très contente. Elle a dit qu'elle est en train de faire, comment ça s'appelle, l'arbre généalogique. Et je fais partie de cet arbre généalogique. Voilà, c'est vrai, c'est une belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Voilà.